Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du plus horrible des crimes, l'infanticide. Car il paraîtrait que les femmes commettent plus facilement, en plus grand nombre, des infanticides. Et pour en savoir plus, pour étudier cette question épineuse, nous allons nous concentrer sur la première à avoir commis ça, la première femme à avoir tué ses propres enfants, et non pas comme Héraclès qui tua également sa femme et ses enfants, qui lui étaient en proie à la folie, non, Médée le fit froidement. Elle avait prémédité son coup, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Voici donc l'histoire de Médée, la première femme avant de nombreuses autres à tuer ses enfants. Alors, qui était Médée? Médée, pour resituer un peu le contexte, c'était la fille d'Aétès, qui était lui-même le fils d'Hélios, donc le soleil. Hélios avait également une fille qui s'appelle Circé, donc qui est la tante de Médée, si on suit bien. Et Circé, vous la connaissez peut-être parce qu'elle apparaît dans l'Odyssée. En effet, à un moment donné, Ulysse y rencontre Circé. Circé s'amuse à vouloir empoisonner tout son équipage. Elle leur donne une potion qui les transforme en cochons. Sauf que Ulysse a été averti par Hermès du plan machiavélique de Circé. Il sort son épée pour la tuer, et à ce moment-là, Circé, pour épargner sa vie, lui proposa de coucher avec elle. Voilà, un échange normal de bons procédés, on va dire. Et si Ulysse s'est retrouvé sur le chemin de Circé, c'est parce qu'il revenait de la guerre de Troie. La guerre de Troie, vous en avez forcément entendu parler, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la guerre de Troie était gagnée grâce à Philoctète. Vous savez pas qui c'est, Philoctète? Philoctète, c'était le meilleur ami, le besta, si vous voulez, de Héraclès. Alors, j'explique rapidement l'histoire. Héraclès, il avait un putain d'arc avec des putains de flèches, et il était censé être enterré avec son arc et ses flèches. Et lorsque les Grecs ont voulu attaquer Troie, ils sont allés voir un oracle, et l'oracle leur a dit « Si vous voulez gagner, il vous faut l'arc et les flèches d'Héraclès ». Et il y avait seulement Philoctète qui savait où était enterré Héraclès. Et Philoctète avait promis de ne jamais révéler à personne où était enterré Héraclès. Sauf que voyant bien que les Grecs avaient besoin de son aide, eh ben, il leur a pas dit, mais il leur a indiqué avec le pied. Voilà, il a tendu son pied pour indiquer l'endroit où était enterré Héraclès. Et Philoctète a été puni à cause de ça lorsqu'il a fait la guerre de Troie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est pris une de ses flèches sur le pied, son pied s'est mis à enfler, il s'est mis à faire une odeur exécrable. Et à ce moment-là, Ulysse, il se dit, bon, lui, on va le dégager avec son arc et ses flèches, on va le foutre sur une putain d'île de merde. Et donc, Philoctète est resté là-bas, sur cette île, pendant une dizaine d'années. Et donc, Philoctète, il avait mauvaise à propos d'Ulysse, hein. Enfin, on se doute bien que si quelqu'un t'exile pendant 10 ans sur une île, t'es pas content. Tout ça parce que ton pied pue, hein. Mais après la mort d'Achille, les Grecs se rendent bien compte qu'ils vont avoir du mal à reprendre la ville de Troie. Et donc, Ulysse, il va se dire, bon, allez, on va rechercher Philoctète et son arc et ses flèches, sauf qu'il va être malin, il va pas y aller lui-même, il va envoyer Néoptolème. Néoptolème, vous le connaissez peut-être sous le nom de Pyrrhus, si vous avez étudié Andromaque au lycée. Eh oui, tous les mythes sont liés, c'est ça qui est fou. Donc Néoptolème récupère les flèches, et puis Paris, celui-même qui a tué Achille, décide de défier Philoctète, dans un combat. Et là, Philoctète, il arrive à tuer avec une des flèches Paris, Alexandre de Malheur. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que, en fait, Héraclès, à l'époque où il était en vie, où il n'était pas encore enterré, eh bien, il a fait partie des Argonautes qui étaient l'équipage de Jason. Voilà, on a fait une boucle, on est revenu à la case départ, parce que effectivement, c'est dans le mythe de Jason qu'intervient le personnage de Médée. Et pour vous la faire courte, en fait, Jason est fils de roi. Ou plutôt, il aurait dû être fils de roi. Sauf que son oncle s'est emparé du trône à la place de son père. Cet oncle s'appelle Pélias, et pour se débarrasser de son neveu qui est embêtant et qui aimerait bien récupérer son trône, il l'envoie au loin, en Colchide, chercher la toison d'or. Alors la toison d'or, ça vient d'un truc qui existait vraiment en vrai. Il prenait le mouton, il le trempait dans une rivière qui était aurifère, et puis après il ressortait avec des pépites d'or. Je suis pas sûr que ça marche très bien, mais la légende vient de là. Et donc lorsque Jason arrive en Colchide, il rencontre une femme qui s'appelle Médée, qui est la fille du roi local, roi qui possède la toison d'or. Et voilà, on a fait une boucle, on a bouclé parfaitement avec notre histoire. Voilà, si ça c'est pas l'art du planning, ça c'est pas de la planification, là le système soviétique et ses plans quinquennaux, franchement, ils ont tout à rougir face à la mythologie grecque. Et que dire du Faquin Cinématique Universe? Et comme vous vous en doutez, comme pour tous les mythes, il y a plusieurs versions. Et la première version à vraiment parler de Médée comme d'une femme qui tue ses enfants, c'est la version d'Euripide en 431 avant Jésus-Christ. Mais il y a eu d'autres versions que j'ai pu voir ou lire. Il y a la version de Sénèque, la version de Corneille, la version d'Anouilh ou même la version de Pasolini, qui sont d'ailleurs loin d'être les seules versions existantes. Et donc ce qui se passe lorsque Jason et Médée se rencontrent, c'est que Médée tombe amoureuse de Jason et donc elle va trahir sa famille, trahir son père, et elle va donner plus ou moins la toison d'or à Jason.
Et elle va faire même pire que trahir son père, c'est que pour retarder son père, qui va forcément lui courir après, elle va prendre son frère avec elle va le tuer, elle va le découper en petits morceaux. Ce qui va forcément retarder son père, qui va devoir reprendre les morceaux, les remettre ensemble pour que son fils puisse accéder aux enfers. Et si on a lu Antigone, n'importe quelle version d'ailleurs, on sait bien à quel point il est important pour les Grecs de pouvoir accéder aux enfers. Qui n'ont d'ailleurs du coup rien à voir avec l'enfer chrétien, on est bien d'accord. Et là, dans la version de Pasolini, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, lorsqu'on regarde Médée comme ça faire des rituels ou bien même tuer son frère, limite, le film qui me vient en tête, c'est Cannibal Holocaust. En fait, on a vraiment l'impression de se retrouver face à un film de folk horror, vous savez, un peu comme Midsommar, où on rentre dans une communauté sectaire qui fait des sacrifices humains sans que nous, on puisse vraiment comprendre ce qu'il se passe. Et où on est juste, finalement, spectateur de la barbarie. Et on est tous d'accord que tuer son frère, c'est pas la chose la plus sympathique à faire. Il y a des choses plus sympas à faire en famille. Mais Médée ne va pas s'arrêter là. Donc, Jason, les Argonautes et Médée vont retourner chez Pélias pour lui offrir la toison d'or. Il dit voilà, j'ai ramené la toison d'or, prends-moi mon trône. Et là, il dit ça. Penso che oggi dovrei fare un'esperienza inaspettata. Comprendere che i re non sempre sono obbligati a mantenere le loro promesse. Et si seulement les Grecs avaient lu Machiavel, franchement, on n'en serait pas là. Et Jason ne se serait pas fait duper. Sauf que Jason et Médée ont un plan. Ils vont pas se laisser faire. Et Médée va se faire passer pour une prêtresse d'Artémis, et elle va aller voir les filles comme ça de Pélias, et vont dire « Oh, tu sais, j'ai un remède qui permettra à ton père de rajeunir. Regarde ce bouc, je le prends, je le coupe, et je le mets à bouillir dans une marmite, et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort un agneau. » Et bien sûr, les filles de Pélias, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre leur père, elles vont le couper, elles vont le mettre à bouillir dans la marmite, et qu'est-ce qu'il va en ressortir? Rien du tout. Mais le plan de Médée et de Jason a fonctionné. Ils se sont débarrassés de Pélias, ils se sont vengés de Pélias. Le seul problème, c'est que Jason ne va pas hériter du trône, vu que ça va être le fils de Pélias qui va monter sur le trône. Et donc, Jason et Médée, forcément, après leur petit tour de magie, là, ils sont un peu, exclus de la ville, et ils vont devoir se rendre à Corinthe. Corinthe, c'est la ville du roi Créon. Et pour ceux qui sont familiers avec le mythe d'Antigone, Créon n'est pas le même Créon. Antigone se passe à Thèbes, et là, ça se passe à Corinthe. Donc c'est pas le même mec. Il a juste le même nom, c'est un homonyme. Et c'est à ce moment-là que la tragédie commence, dans toutes les versions que je vous ai citées, sauf le film de Pasolini qui lui raconte l'histoire depuis l'enfance de Jason jusqu'au moment où Médée tue ses enfants. Enfin, je dis, il raconte tout, c'est un peu spécial et t'as intérêt à connaître bien le mythe avant de regarder le film, parce que sinon tu vas juste rien comprendre. Parce que Pasolini, en fait, il s'emmerde pas à te raconter, à t'expliciter tout ce que tu vas voir. Mais le film reste vraiment excellent. Cet avertissement mis à part, on va reprendre notre histoire de Créon. Créon, il a une fille qui s'appelle, alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Glaucée, un truc comme ça, ou bien Créuse, ça dépend des versions. On va utiliser Créuse parce que je sais à peu près comment le prononcer. Et là, vous le voyez venir en mille, Jason va faire un mariage de raison avec Créuse. Un mariage de raison et un mariage d'amour également. Ils joignent l'utile à l'agréable. Et forcément, là, tout est en place pour qu'il y ait une grande tragédie. C'est-à-dire qu'on a une femme forte, Médée, une sorcière puissante, qui se retrouve tout à coup rejetée par l'homme qu'elle aime, ou l'homme qu'elle a aimé du moins. L'homme pour qui elle a tout sacrifié, l'homme à cause duquel elle ne peut pas rentrer chez elle, l'homme pour qui elle a trahi les siens, l'homme pour qui elle a trahi sa race, la quitte. Et c'est vraiment ça que j'adore dans le mythe de Médée. C'est une femme qui est réellement toute puissante, qui est une grande sorcière, qui a commis des crimes horribles, par amour, pour plaire à son mari, pour aider son mari, pour aider l'homme qu'elle aime, et qui tout à coup se retrouve rejetée, et elle reste là, comme ça, seule, avec son ressentiment, seule avec sa haine. Et il y a une scène magnifique dans la version d'Anouilh. Alors franchement, la version d'Anouilh, c'est ma version préférée, d'accord? Et ce qui est bien, c'est qu'elle est disponible en livre audio, sur internet, lu par Anouilh, je vous mets le lien dans la description. Et donc là, je vous mets le passage
où en fait elle sent qu'elle va accoucher de quelque chose. La nourrice s'approche. Mon aigle fier, mon petit vautour. Laisse, femme, je n'ai plus besoin de tes mains. Mon enfant est venu tout seul et c'est une fille cette fois. Ô ma haine, comme tu es neuve, comme tu es douce, comme tu sens bon. Petite fille noire, voilà que je n'ai plus que toi au monde à aimer. Viens m'aider. M'aider debout toute droite, les bras serrés sur sa poitrine. Laisse-moi. J'écoute. Laisse leur musique. Rentrons. Je ne l'entends plus. J'écoute ma haine. Ô douceur, ô force perdue. Qu'avait-il fait de moi, nourrice, avec ses grandes mains chaudes? Il a suffi qu'il entre au palais de mon père et qu'il en pose une sur moi. 10 ans sont passés et la main de Jason me lâche. Et si elle accouche de la haine, c'est parce que Créon est venu lui rendre visite quelques minutes auparavant. Créon va lui demander de quitter la ville, au plus vite. Et ce que Médée ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que Jason, lui, a le droit de rester. Pourquoi est-ce que Jason, lui, serait innocent de tous les crimes qu'ils ont commis ensemble? Va te plaindre à Colchos. Le retour m'y plaira, que Jason m'y remette, ainsi qu'il m'en tirera. Je suis prête à partir sous la même conduite. Qui de ces lieux aimés précipita ma fuite? Ô d'un injuste affront, les coups les plus cruels, vous faites différence entre deux criminels. Vous voulez qu'on l'honore, et que de deux complices, l'un est votre couronne, et l'autre des supplices. Cesse de mêler ton intérêt au sien. Ton Jason pris à part est trop homme de bien. Le séparant de toi, sa défense est facile. Jamais il n'a trahi son père ni sa ville. Jamais sang innocent n'a fait rougir ses mains. Jamais il n'a prêté son bras à tes desseins. Son crime, s'il en a, c'est de t'avoir pour femme. Laisse-le s'affranchir d'une honteuse flamme. Rends-lui son innocence en t'éloignant de nous. Porte en d'autres climats ton insolent courroux, tes herbes, tes poisons, ton cœur impitoyable, et tout ce qui a jamais fait Jason coupable. Elle va même jusqu'à rencontrer Jason, discuter avec lui, et essayer de lui faire comprendre qu'il est responsable, coupable même, des crimes qu'elle a commis, puisque le crime lui a profité à lui. Créon dans sa colère voulait vous ôter la vie, mes larmes l'ont apaisé. Il borne sa vengeance à un ordre d'exil. Je regardais l'exil comme un châtiment, il me faut à ce que je vois le recevoir comme une faveur. Tandis que vous le pouvez encore, fuyez, sauvez-vous de ces lieux, les rois sont terribles dans leur colère. Ce que tu me conseilles, c'est pour Créus que tu penses l'obtenir, tu veux l'affranchir d'une rivale odieuse. Médée me reproche mes amours, oui, et tes meurtres et tes perfidies. Mais de quel crime enfin pouvez-vous m'accuser? De tous ceux que j'ai commis. Il ne reste plus qu'à me déclarer coupable même de tous vos forfaits. Ces forfaits sont les tiens, oui les tiens, le crime est à celui qui en recueille les fruits. Quand je serai infâme pour tous les autres, toi seul devrais me défendre et soutenir mon innocence. Celui qui se rend coupable pour ton service doit être pur à tes yeux. La vie est un supplice quand on rougit de celui dont on l'a reçu. On ne la conserve pas quand on rougit de l'avoir reçue. Que ne calmez-vous plutôt ces mouvements de fureur, vous êtes mère, songez à vos enfants. Je n'en veux plus, je les renie, je les repousse de moi, si Créus doit leur donner des frères. Et ça marche d'autant mieux que chez Anouilh, en fait, il y a plein de dialogues où on se rend compte qu'en fait, les deux se sont aimés. Les deux se sont profondément aimés et petit à petit, leur couple s'est séparé. Et il y a une phrase magnifique de la nourrice de Médée qui dit ça. La nourrice ignoble soudain. Tu ne l'aimes plus, Médée. Tu ne le désires plus depuis longtemps. On sait tout, tassé dans cette roulotte. Le premier, il t'a dit qu'il avait trop chaud, un soir, qu'il voulait mettre sa paillasse dehors. Tu l'as laissé. Et je t'ai entendu soupirer d'aise en te détendant ce soir-là d'avoir le lit pour toi toute seule. On tue pour un homme qui vous prend encore, pas pour un homme qu'on laisse sortir la nuit de son lit. Et plus loin, lorsqu'elle s'entretient avec Jason, Jason, il va dire ça. Le monde alors a pris sa forme, la forme que je croyais lui voir garder toujours. Le monde est devenu Médée. Les as-tu oubliés ces jours où nous n'avons rien fait, rien pensé l'un sans l'autre? Deux complices devant la vie devenue dure, deux petits frères qui portaient leurs sacs côte à côte tout pareils, à la vie, à la mort, les manches retroussées, pas d'histoire, chacun la moitié du barda, chacun son couteau dans les coups durs, la moitié des fatigues, la moitié de la bouteille au repas. Je t'aurais fait honte si je t'avais tendu la main quand le passage était difficile, si je t'avais offert de t'aider. Jason ne commandait plus qu'un seul petit argonaute. Ma petite armée, frêle, aux cheveux levés dans un mouchoir, aux yeux clairs et droits, c'était toi. Mais je pouvais conquérir le monde encore.
avec ma petite troupe fidèle. Au premier matin, sur l'Argo, avec mes 30 matelots qui m'avaient donné leur vie, je ne m'étais pas senti si fort. Et le soir, à la halte, le soldat et le capitaine se déshabillaient côte à côte, tous surpris de se retrouver un homme et une femme sous leurs 2 blouses pareilles et de s'aimer. Et avec tout ça, comme ça, on sent qu'ils ont un passé, on sent qu'ils se sont aimés, et on sent pas forcément ça dans toutes les autres versions. On ne sent pas forcément qu'il y a eu cet amour passionnel entre Médée et Jason. Mais moi, ce qui me fend vraiment le cœur, c'est la séparation entre Médée et Jason. Lorsque Médée est là, lorsque Médée regarde Jason partir, et lorsqu'elle espère à tout prix qu'il va se retourner, et qu'il ne se retourne finalement pas, causant la vengeance inéluctable de Médée. Elle se dresse soudain et crie à Jason disparu. « Jason, ne pars pas ainsi! Retourne-toi! Crie quelque chose! Hésite! Aie mal! Jason, je t'en supplie, il suffit d'une minute de désarroi ou de doute dans tes yeux pour nous sauver tous! » Elle court après lui, s'arrête et crie encore. « Jason! Tu as raison, tu es bon et tu es juste et tout est sur mon dos pour toujours. Mais une seconde, une seule petite seconde, doute-en. Retourne-toi et je serai peut-être délivré. » Son bras retombe, lassé, Jason doit être loin. Et cette vengeance, elle est simple. Médée va faire venir ses enfants et va leur dire « Oh, mais vous savez, maman, elle pardonne à papa. Hein. En signe de paix, allez apporter cette robe à sa nouvelle femme. Hein. Va leur apporter. » Et forcément, la robe était empoisonnée. Créuse meurt, Créon meurt. Et lorsque ses enfants reviennent, elle les prend et elle les tue. Et vous allez me dire « Mais c'est stupide. Elle en veut pas à ses enfants. » Elle en veut à Jason qui l'a trahi. On peut comprendre qu'elle veuille tuer Créuse, on peut comprendre qu'elle veuille tuer Créon, on peut même comprendre qu'elle veuille tuer Jason. Pourquoi est-ce qu'elle choisit de tuer ses enfants? Et c'est ça que je trouve vraiment fabuleux dans cette pièce, dans ce mythe. Et pour ça, on va lire la fin du texte originel d'Euripide. J'en aurais long à te répondre si Zeus, notre père, ignorait ce que j'ai fait pour toi et comment toi tu m'as traité. Tu n'allais pas, après m'avoir rejeté de ton lit, passer une vie de plaisir à te moquer de moi, ni davantage la princesse, et celui qui te la donna, Créon, impunément ne pouvait me chasser. Cela dit, libre à toi de m'appeler Lionne, et Scylla la Tyrénienne. Je te l'ai rendu comme il se doit, coup pour coup, droit au cœur. Mais toi aussi tu souffres, et mes mots sont les tiens. Ma douleur, sache-le, n'est point perdue si elle t'empêche de me bafouer. Ô mes enfants, quelle criminelle était votre mère, quelle fut, mes enfants, la faute paternelle qui vous perdit. Ce n'est pas ma main qui les fit mourir. Non, c'est ton outrage, ta nouvelle union, et tu les as tués pour un lit délaissé. Penses-tu que pour une femme l'accident soit léger? Si elle est chaste, oui. Toi, tu y vois le plus grand mal du monde. Ils ne sont plus, ce sera ton tourment. Ils sont vivants, cruels, vengeurs attachés à ta tête. Les dieux savent fort bien qui déchaîna le mal. Et ils savent donc quel est ton cœur, et le détestent. Aie-moi, mais en silence. Ton entretien me fait horreur, comme le tien à moi. Délivrons-nous donc l'un de l'autre. Je te le souhaite comme moi, mais de moi. Qu'attends-tu? Rends-moi leur corps, que je veux inhumer et pleurer. N'y compte pas, c'est moi qui dois les enterrer de ma main, pour que nulle main ennemie ne les outrage, en profanant leur tombe. Et ce pays de Sisyphe aura désormais à les honorer, à les célébrer pour eux des rites afin d'expier ce meurtre sacrilège. Quant à moi, je pars pour la terre d'Érectée, où je vivrai avec Égée, le fils de Pandion. Toi, tu mourras, ainsi que tu l'as mérité misérablement, la tête fracassée par une épave de l'Argo, après avoir vu l'amère consécration de notre hymen. Que s'acharne sur toi l'Érénice des enfants, et la justice qui poursuit le meurtre. Crois-tu qu'aucun dieu puisse t'écouter, toi qui as violé ton serment, trompé celle qui t'accueillit à son foyer? Là, et tu es souillé du sang de tes enfants. Rentre chez toi, va enterrer ta femme. J'y vais, et privé de mes 2 enfants. C'est trop tôt pour te lamenter, attends la vieillesse. Oh, mes très chers petits, chers à leur mère, non à toi. Et c'est pourquoi tu les as fait mourir? Il le fallait pour ton malheur. Je souffre trop, leur bouche chérie, je voudrais la baiser. Maintenant tu leur parles, maintenant tu les aimes, hier tu les envoyais en exil. Au nom des dieux, accorde-moi de toucher leur douce peau. Impossible, tu perds tes paroles. Zeus, tu entends comment me repousse et me traite cette infâme lionne meurtrière de ses petits? Tout ce qui me reste est de pleurer et d'invoquer les dieux, les prenant à témoin qu'après les avoir tués, tu m'empêches de prendre dans mes bras leurs corps pour les ensevelir. Me fallait-il les engendrer pour les voir morts frappés par toi? Et c'est ça qui est beau, c'est la passion humaine, c'est le ressentiment, c'est que Médée qui est tellement pleine de ressentiment, qui souffre tellement qu'elle veut faire souffrir Jason autant qu'elle souffre elle. Ce qui est traduit magnifiquement dans le film de Pasolini.
Perché cerchi di passare attraverso il fuoco? Non potrei farlo! È inutile tentare! Se vuoi parlarmi puoi farlo, ma senza avermi vicino né toccarmi! Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Non soffri anche tu come me ora?